pour bon. Je vois Très ton bien, écran. très bien. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet. Je vais vous entretenir sur tout ce qui est Zero Trust Network Access chez Fortinet. Donc, je suis Romaric Guiliago, je suis Sales Engineer chez Fortinet et je m'occupe de la zone TCAF. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que avec le paysage actuel concernant les menaces, nous avons effectivement les architectures qui changent. Avant, par exemple, de manière traditionnelle, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place des mécanismes de protection au niveau de l'entreprise. Et lorsque les employés venaient, ils devaient être connectés au réseau de l'entreprise et protégés par les solutions présentes dans l'entreprise. Sauf qu'avec le temps, d'autres besoins ont commencé à naître. Il a fallu que l'on commence à mettre des solutions dans des endroits qui pouvaient être accessibles par des partenaires ou des utilisateurs depuis l'extérieur. C'est comme ça que d'autres besoins tels que les DMZ sont nés. Et avec le contexte actuel, il a fallu qu'on ait la possibilité que les utilisateurs puissent se connecter à distance. Cela demandait donc qu'on soit certain que la personne qui se connecte à distance dans le réseau de l'entreprise reste véritablement protégée et qu'elle ne soit pas une source de menace pour l'infrastructure en elle-même. Ce qui veut dire qu'il fallait trouver des mécanismes pour pouvoir étendre la protection déjà existante en entreprise vers les utilisateurs afin d'être certain que l'on ne mettait pas en risque l'infrastructure pour laquelle on travaille, l'infrastructure que l'on souhaitait protéger. Donc, tous ces changements-là ont fait à ce qu'aujourd'hui, on commence à aller vers des architectures maillées qui demandent que les différentes solutions puissent, n'est-ce pas, être connectées entre elles, puissent échanger les informations sur les menaces entre elles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans un type d'architecture distribuée où l'ensemble des composants qui font partie de l'architecture sont capables de se partager les informations et réagir lorsqu'il y a une menace présente dans le réseau. Aujourd'hui, on parle d'un autre concept qui est celui du Zero Trust Mindset, qui reste toujours dans le même concept de l'architecture maillée. Et lorsqu'on parle de Zero Trust, cela signifie quoi? En français simple, c'est simplement dire ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Alors, ce qui veut dire que d'une autre façon, ça pourrait être quoi? Si nous sommes tous d'accord qu'un événement s'est produit et que nous ne nous faisons pas confiance mutuellement, il y a de fortes chances que l'événement en question se soit produit. C'est à peu près ça le concept. Donc, on va devoir vérifier tout ce qui se passe. On ne fait pas confiance de manière aveugle. Or, avant, dans les protections traditionnelles, ce qui se passait, c'est qu'on se disait, tout ce qui vient du LAN est sûr. Et on doute de ce qui vient de l'extérieur. Or, on se rend compte que la plupart des menaces même, la plupart des intrusions, la plupart des brèches qu'on a proviennent des insiders. Entendez par là des personnes qui sont même dans le réseau ou qui font partie, n'est-ce pas, de l'infrastructure. Ce sont celles-là qui, volontairement ou non, déclenchent ou bien organisent la faille. Et avec le concept de Zero Trust, nous n'allons plus faire confiance à tout. On va être capable de vérifier tout. On va parler ici d'une surveillance perpétuelle, continuous monitoring. On va continuer à évaluer pour savoir ce qui se passe, être certain effectivement qu'il n'y a pas de problème. Donc, dans cette philosophie de Zero Trust, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir évaluer l'équipement qui se connecte. Quand je parle d'évaluer ici, c'est qu'on va parler de statut de santé. On va chercher à savoir si l'équipement qui se connecte reste un équipement sain. Et les critères de santé peuvent être définis par l'administrateur, peuvent être définis par ceux qui gèrent le réseau. Et si cet équipement est sain, par la suite, on pourra faire une autre évaluation qui consiste à identifier la personne qui est connectée sur cet équipement-là. Donc, il va falloir savoir qui est connecté sur cet équipement qui est sain. Et enfin, on va appliquer un autre concept qui demande à ne donner que les ressources nécessaires à cette personne et pas plus que ça. Donc, on va lui donner les ressources spécifiques telles que son compte,
tel que son rôle le permet. Ça, c'est le mindset qu'il faut avoir derrière la partie Zero Trust Architecture. Donc, ce qui veut dire que cette approche-là est beaucoup plus globale, elle est beaucoup plus systémique et fait qu'on ne va plus totalement faire confiance à ce qui se connecte. Maintenant, il y a eu plusieurs initiatives qui rentrent dans cette même philosophie de Zero Trust Network. Et nous avons effectivement ce qu'on appelle le Zero Trust Network Access, qui est l'une des philosophies sur laquelle on va discuter aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la segmentation réseau. Il y a ce qu'on appelle la micro-segmentation, qui voudrait ici que des utilisateurs qui sont, par exemple, dans le même réseau, dans le même LAN, ne puissent pas échanger des informations entre eux. Et il y a des concepts, n'est-ce pas, d'identification ou d'authentification qui, par contre, ne sont pas abordés dans cette présentation. Le Fortinet. Lorsqu'on parle donc de Zero Trust Network Architecture, comment est-ce que cela fonctionne? Ce que nous voulons faire dans le cas du ZTNA va consister à ce qu'on puisse être capable de protéger nos applications, quel que soit l'emplacement de l'utilisateur qui y accède. Donc, que cet utilisateur soit à la maison, qu'il soit dans l'un de nos sites ou qu'il soit à distance, on va effectivement le connecter à une passerelle ZTNA, de Fortinet, qui va se charger de vérifier d'abord l'état de santé de l'équipement qui se connecte. Une fois qu'on a vérifié l'état de santé, on va vérifier quel est l'utilisateur qui se connecte, est-ce qu'il a droit ou pas. Et c'est lorsque ces deux éléments-là sont corrects qu'on va passer par un enforcer, un équipement qui va donner accès uniquement aux applications autorisées pour cet utilisateur-là. Les applications en question peuvent se trouver n'importe où. Elles peuvent être dans la partie cloud public, cloud privé, dans une communauté, dans un data center. Nous nous en foutons. Ce qui va se passer, c'est que l'équipement qui s'occupe de faire l'enforcing, d'appliquer, d'exiger, c'est lui qui va checker tout ce qui est paramètres, tout ce qui est critères de sécurité avant de donner cet accès. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir où l'application se trouve. Alors, qu'est-ce qui va donc pousser les entreprises aujourd'hui, les tendances qui font que les entreprises soient intéressées par ce qu'on appelle du ZTNA? L'une des principales tendances est ce qu'on appelle le work from anywhere, qui a été accru, le fait qu'on puisse travailler n'importe où, qui a été accru, excusez-moi, pardon, qui a été accru avec la pandémie de 2020, celle du Covid, où les entreprises, principalement dans le monde, ont commencé à vouloir que leurs employés puissent travailler depuis la maison. Et avec cette stratégie de Zero Trust Network Access, nous allons être capables de pouvoir être certains que les utilisateurs qui accèdent aux ressources restent protégés et qu'ils le font à partir d'équipements qui sont protégés et qu'on n'a pas derrière d'autres personnes qui y accèdent. L'un des avantages du Zero Trust Network Access est le fait que nous nous assurons que nous vous donnons une connexion sécurisée vers une application et vous ne pouvez pas être embêté ou bien il n'y a pas la possibilité que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, faire de l'intrusion. On parlera ici de man in the middle dans votre connexion. Ce sont des applications sécurisées, ça reste des tunnels. C'est une évolution au VPN, mais ça reste sécurisé et on est certain qu'il n'y aura pas d'usurpation. Et d'un autre côté, la différence de tout ce qui est VPN, c'est que nous faisons du contrôle continu, du monitoring continu. Ce qui se passait encore avant avec les VPN, c'est que lorsqu'on va configurer, par exemple, un accès VPN, vous allez simplement taper un login, un mot de passe, éventuellement un token, et vous avez accès à l'application. Peut-être au moment de la connexion, nous allons vérifier votre état de santé, mais une fois que vous êtes connecté sur l'application ou sur le serveur, nous n'avons plus un mécanisme pour vérifier si vous continuez à rester sain, si vous continuez à respecter les critères de santé que nous avons définis. Aujourd'hui, avec une solution telle que le ZTNA, nous souhaitons vérifier de manière continue, quand bien même vous serez déjà connecté, que vous le restez tout au long de l'instant où vous êtes en train de communiquer, d'échanger avec les applications qui sont protégées par la solution de ZTNA. D'un autre côté, le fait que nous vous donnions accès uniquement aux applications que vous avez besoin fait que
nous allons réduire, n'est-ce pas, la surface d'attaque de tout ce qui pourrait être ransomware. Vous connaissez aujourd'hui que la plupart des menaces que l'on rencontre sont des ransomware. Les ransomware sont des menaces qui consistent, n'est-ce pas, à chiffrer les informations, chiffrer, par exemple, les données qui sont présentes dans votre serveur et on va vous demander de payer une rançon pour pouvoir avoir ces actions. Ensuite, il y aura le fait qu'on soit capable, n'est-ce pas, de pouvoir donner l'accès aux applications, quel que soit l'endroit où elles sont, qu'elles se trouvent dans nos data centers privés on-premise, qu'elles se trouvent dans un data center dans la partie publique ou dans un cloud public ou dans une communauté. Cela doit être transparent pour l'utilisateur. Il n'a même pas besoin de connaître où les applications sont. Il doit être certain de pouvoir se connecter sans problème. Alors, le ZTNA va donc pouvoir adresser cette problématique-là, premièrement, en s'assurant que l'utilisateur qui se connecte est véritablement, on va dire que sa connexion est sécurisée. Nous allons fournir ici de l'authentification forte. Premièrement, on va identifier l'équipement qui se connecte, s'assurer qu'il vérifie les critères de santé. Et secondo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va être capable d'identifier le device et l'identifier lui-même, avec la possibilité de renforcer la connexion de l'utilisateur avec l'utilisation d'un token. Et enfin, la mise en place de tunnels sécurisés vers les applications auxquelles il a droit. Donc, qu'il se connecte sur une application web, sur Sage, PHP ou n'importe quelle application publiée, nous devons être capables de lui faire des tunnels sécurisés par application. Ce qui veut dire que même s'il y avait un malware sur son poste, ce malware ne va pas se propager sur d'autres serveurs qui sont présents dans cet échange-là. Et on va supporter du single sign-on, entendez par là authentification unique, qui veut dire qu'une fois que l'utilisateur a accès à une des plateformes, on n'aura plus besoin, n'est-ce pas, de l'authentifier vers d'autres, puisque à chaque fois, nous avons le monitoring continu qui permet qu'on sache quel est le device qui se connecte et derrière, qu'on s'assure effectivement que l'état de santé reste respecté ou l'état de santé reste correct pendant qu'il accède aux applications. Par la suite, on va réduire la surface d'attaque. Entendez ici le mécanisme ou le moyen par lequel les malwares peuvent rentrer dans votre réseau. Alors, ceci va se faire comment? En limitant uniquement les applications auxquelles l'utilisateur a droit. Ça suppose que nous pouvons être 10 utilisateurs et chacun aura droit uniquement aux applications dont il a besoin. Donc, cela va permettre un accès granulaire. On pourra renforcer l'authentification, comme je vous ai dit, et l'accès peut être parole. Ce qui veut dire que si moi, je suis IT, j'aurai uniquement accès aux applications autorisées pour ceux qui sont dans le rôle IT. Si je suis, par exemple, un comptable et que je travaille dans le service de la comptabilité, j'aurai accès uniquement aux applications du rôle comptabilité. Et on va continuer à maintenir derrière une évaluation continue pour être certain que pendant notre accès, que nous ne posons pas un risque à notre infrastructure. D'un autre côté, l'équipement qui se connecte, on a la possibilité de lister les différents critères de santé, allant de la vulnérabilité jusqu'à la précision ou bien le fait qu'il y ait un firewall ou un antivirus présent sur la machine qui veut se connecter. Et enfin, la communication entre ce poste et le serveur ou les services pour lesquels il a droit va rester sécurisé et nous chiffrons ici avec du SSL pour 443. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir produire des logs pour toute cette communication-là qui, au départ, restent présents au niveau de notre pare-feu, mais peuvent être exportés vers toute solution ou tout serveur syslog ou SIEM que vous aurez dans votre infrastructure. Cela pourrait servir non seulement pour le troubleshooting, mais aussi pour tout ce qui est investigation. L'application, quel que soit son emplacement, qu'elle soit dans le data center, cloud privé, cloud public, communauté, ce sera totalement transparent pour l'utilisateur. Vous aurez ici la possibilité d'avoir un point commun qui vous permettra non seulement de gérer l'ensemble des utilisateurs qui accèdent aux applications, mais qui vous permettra aussi de voir l'état entier de toute votre infrastructure et de contrôler aussi, n'est-ce pas, les différents points de contrôle de vos équipements lorsqu'ils accèdent aux applications.
Alors, comment est-ce que cette architecture pourrait être présentée? Alors, vous avez ici à peu près, on va dire, une architecture simplifiée de comment va fonctionner notre ZTNA. Donc, au milieu ici, nous avons notre OS qui est le FortiOS. Aujourd'hui, nous sommes à la version 7.2 du FortiOS. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les utilisateurs pourront venir soit, n'est-ce pas, de votre réseau ou bien des sites distribués de votre infrastructure. Et lorsqu'ils vont se connecter, n'est-ce pas, au pare-feu pour pouvoir accéder aux applications, c'est là où on va commencer à vérifier l'identité. On va vérifier si la posture étant les critères de santé de l'équipement avant qu'il ait accès aux applications. Une fois qu'on a vérifié que tous les critères sont OK, à ce moment-là, il y a une liaison sécurisée qui est établie entre le firewall qui est à notre OS et, n'est-ce pas, les différents data centers ou les ressources où les applications sont hébergées. Alors, c'est assez simplifié, mais si vous avez une architecture distribuée, le principe va rester le même. Quand on parle d'une solution de ZTNA, cela comprend en réalité un FortiGate et une solution FortiClient EMS. Pour faire ZTNA, vous avez besoin de ces deux composants-là. Le FortiClient EMS et un FortiGate. Nous avons actuellement en Afrique beaucoup de clients qui ont des FortiGate. Je suppose que s'ils veulent faire simplement du ZTNA, ils doivent faire l'acquisition d'un FortiClient EMS et ils vont prendre à la hauteur, n'est-ce pas, du nombre d'employés qu'ils ont. Ce qui va se passer, c'est que le FortiClient EMS ici sera la solution qui va, n'est-ce pas, délivrer le FortiClient qui sera l'agent présent dans chacun des postes et qui établit le tunnel sécurisé entre le client et l'application en question. Donc, ce FortiClient-là communique avec sa console centralisée qui est le FortiClient EMS. Le FortiClient EMS a en temps réel, en réalité c'est toutes les minutes, l'état de santé de tous les clients qu'il gère. Et en plus d'avoir leur état de santé et de vérifier s'ils respectent les critères de sécurité, le FortiClient EMS peut leur attribuer, peut leur délivrer des certificats. Et ce sont ces certificats-là qui vont être présentés chaque fois qu'un FortiClient, chaque fois qu'un client, chaque fois qu'un endpoint voudrait accéder à une ressource protégée. Et lorsqu'il présente dans son certificat, une même copie de ce certificat a déjà été envoyée aux différents FortiGate. Ça suppose qu'au moment où l'utilisateur veut se connecter, nous allons vérifier le certificat qu'il envoie avec le certificat qui a été envoyé par le FortiClient EMS. Et si c'est identique, ça suppose que nous sommes certains que c'était l'équipement qui se connecte. Par la suite, nous avons la possibilité, au niveau du firewall, d'exiger que la personne s'authentifie. Il pourra taper un login et un mot de passe. Et si nous avons configuré l'authentification forte, il pourra taper un login, un mot de passe et aussi un token. Nos firewalls sont capables de s'intégrer avec des solutions d'authentification existantes. Cela suppose que si vous avez du Radius, si vous avez de l'Active Directory, on peut s'interfacer avec eux. Et si vous souhaitez qu'on mette en place des tokens, vous allez devoir prendre une solution de FortiAuthenticator pour que l'on puisse faire de l'authentification forte avant de donner accès aux ressources protégées. Donc, une fois donc que l'état de santé, les critères de santé sont définis au niveau du FortiClient EMS, à une fréquence régulière, le FortiClient EMS envoie la liste des certificats qu'il a délivrés et l'état de santé des différents postes aux différents firewalls de votre réseau, ce qui veut dire qu'ils sont alertés, ils connaissent qui est en santé, qui ne l'est pas, ils ont les certificats de tout le monde et lorsque la connexion va s'établir, on va simplement vérifier le reste des paramètres. Est-ce que le compte utilisateur est correct? Est-ce que le certificat de la machine est correct? Oui, on lui donne accès à quel droit? Ça dépendra du rôle qu'il a. Et en fonction de son rôle, il aura accès uniquement aux applications telles que configurées derrière le FortiGate qui joue le rôle ici de ZTNA Gateway. Et bien sûr, je rappelle que le FortiGate et le FortiClient EMS entrent dans la logique de Fortinet qui est celle de la Security Fabric. Et la Security Fabric est en fait une implémentation en temps réel de l'architecture maillée qui voudrait que les différentes solutions dans votre infrastructure puissent se partager les informations sur les menaces. Ce qui veut dire que si le FortiClient EMS se rend compte qu'il y a une menace en temps réel sur un client,
il informe automatiquement le FortiGate qui va stopper la connexion et peut même demander que ce client soit mis en quarantaine. Alors, nous avons d'habitude chez certains clients deux cas d'architecture. L'un des premiers cas, c'est que les clients ont déjà des FortiGate. Et s'ils ont déjà des FortiGate, il va simplement falloir définir, non, il va simplement falloir faire l'acquisition d'un FortiClient EMS. Et le FortiClient EMS va effectivement permettre le déploiement des agents FortiClient sur les différents postes. C'est sur lui qu'on va configurer effectivement les tags qui permettront de connaître l'état de santé de chacun des postes. Et il y aura une intégration entre le FortiGate et le FortiClient EMS afin que les différentes informations sur l'état de santé des clients, les certificats délivrés, soient envoyés aux différents firewalls de votre architecture pour maintenir la sécurité. Dans le cas où effectivement vous n'avez, en fait, dans le cas où effectivement vous avez des applications qui sont par exemple hébergées dans la partie cloud, nous avons la possibilité de pouvoir délivrer ou bien la possibilité d'avoir des FortiGate en machine virtuelle dans la partie cloud. Et ce qui va se passer ici, c'est que l'accès aux différentes applications vont devoir passer par des FortiGate VM dans la partie cloud qui communiqueront avec votre FortiClient EMS pour pouvoir donner un accès sécurisé et spécifique aux différentes applications que vous autorisez dans votre infrastructure. Alors, comment ça se passe donc, si je reviens rapidement sur étape par étape, comment est-ce que cela fonctionne? En un, vous avez les FortiClients, n'est-ce pas, qui sont déployés sur l'ensemble des équipements de votre infrastructure. Normalement, cela peut se faire depuis le FortiClient EMS. Donc, lorsque vous avez fait l'acquisition du FortiClient EMS, qui est l'agent de protection de Fortinet, vous avez déployé, vous l'avez installé, vous avez les licences qu'il faut. Il y a la licence pour la partie ZTNA. Lorsque c'est configuré, le FortiClient EMS peut automatiquement déployer le FortiClient sur les différents postes de votre entreprise. Une fois que le déploiement est fait, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que les différents FortiClients présents au niveau des postes de au niveau des postes de chacun de vos employés, remontent en temps réel les informations de manière transparente au FortiClient EMS. Au niveau des clients, ils ne se rendent compte de rien. Ce que je tiens à préciser, c'est que le FortiClient va servir ici d'agence ZTNA, mais peut aussi fournir d'autres mécanismes de protection. Par exemple, il fait de l'antivirus, du filtrage web. Bref, il peut effectivement remplacer une solution antivirale présente dans votre infrastructure. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un flux de télémétrie, du ZTNA télémétrie, il y a un flux, n'est-ce pas, qui quitte des FortiClients vers le ZTNA pour remonter l'état de santé de chacun des postes, ce qui veut dire que vous soyez connecté dans l'infrastructure ou non, le FortiClient, lorsqu'il a un moyen, il va envoyer les informations au FortiClient EMS pour donner son état de santé. L'état de santé étant configuré par l'administrateur. Une fois que cet état de santé est connu, le FortiClient EMS, lui, est synchronisé avec les différents firewalls de votre infrastructure et il envoie non seulement les certificats qu'il a délivrés aux FortiClient que vous avez dans votre infrastructure, mais il envoie aussi l'état de santé de différents postes. Ça veut dire que l'état qui était communiqué par les postes au niveau des ZTN, au niveau du FortiClient EMS est communiqué ensuite au niveau des différents FortiClients qui constituent votre infrastructure. À ce niveau-là, les firewalls savent quel est l'état de santé de tout le monde avant que celui-ci ne se connecte. Tout cela est transparent pour l'utilisateur. Lorsque cette personne-là voudra donc accéder à une ressource, quelle que soit la ressource qui est protégée par votre infrastructure, à ce moment, il y a un tunnel sécurisé qui est établi entre le client et le firewall. Et lorsque le tunnel sécurisé va s'établir, ça va consister en ce que le client s'authentifie au niveau du firewall en présentant son certificat et le firewall va checker le certificat. Il connaît déjà l'état de santé et si l'état de santé n'est pas bon, il va stopper la connexion. Si l'état de santé est bon, à ce moment, le firewall va autoriser l'accès vers les applications que l'utilisateur souhaite avoir. S'agissant des applications publiées, le FortiClient EMS, de temps en temps, les envoie aux différents FortiClients. Ça suppose que le FortiClient sait à chaque instant avec quelle application il peut établir une session sécurisée ou pas. Quels sont donc les différents composants qui constituent donc, le cœur de cette solution, comme je vous ai dit? Pour une solution ZTNA assez simple, vous avez juste besoin d'un FortiGate qui tourne notre FortiOS
depuis la version 7.0. Et vous avez besoin d'un FortiClient EMS qui, lui, va se charger de fournir ou de délivrer les FortiClients aux différents endpoints de votre infrastructure. Ça, c'est de manière basique. Maintenant, vous pouvez renforcer l'authentification des utilisateurs, soit en intégrant avec une solution d'authentification présente dans votre infrastructure, ou bien en faisant l'acquisition d'une solution chez Fortinet, telle que le FortiAuthenticator, le FortiToken ou le FortiTrust Identity. Les avantages d'une telle solution seraient dans lesquels la première chose, c'est que nous allons réduire effectivement la surface d'attaque. Nous allons fournir un contrôle ou une évaluation continue de tout ce qui accède à votre infrastructure. Et nous tirons parti des solutions qui sont déjà présentes. Donc, ce qui veut dire que si vous avez déjà un FortiGate et vous avez un FortiClient EMS, ce n'est que du service. Il faudra juste configurer la fonctionnalité. Si vous n'avez pas de FortiClient EMS, vous allez faire l'acquisition d'un FortiClient EMS. Au niveau du FortiGate, vous n'avez aucune licence à acquérir. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir faire l'intégration. Et puis le lundi, tu fais pour... Je n'ai pas suivi, pardon. OK. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'un des avantages de cette TNA, ce sera effectivement le fait que nous tirons parti du fait que nos clients ont déjà nos solutions de FortiGate. S'ils ont déjà le FortiGate, vous voyez que en termes de coût total de possession, c'est réduit. Ils auront juste besoin d'acquérir un FortiClient EMS. Une fois qu'ils ont le FortiClient EMS, ils ont la solution ZTNA. Sans coût additionnel, ce sera simplement du service. D'un autre côté, si vous avez déjà mis en place du SD-WAN, vous voyez que pour accéder aux différentes applications, on va tirer parti du SD-WAN déjà présent. La solution FortiClient dont je parle, qui est notre agent pour le ZTNA, est aussi un agent de protection. Ce qui veut dire que si vous voulez mettre en place une solution de ZTNA et que vous avez une solution antivirale existante, vous pouvez simplement remplacer. En termes de coût, ce n'est pas beaucoup pour vous. Vous allez remplacer et configurer pour que l'on puisse avoir du ZTNA. Si vous avez déjà les deux composants, normalement, une migration vers un FortiClient qui faisait du VPN et du ZTNA, c'est assez transparent pour l'utilisateur. Il faudra juste activer les configurations côté FortiClient EMS, mais côté client, il n'y a presque rien à faire comme modification. Tout est centralisé, tout viendra à partir du FortiClient EMS directement vers les agents. Pour les clients, c'est transparent. Pour les IT, par contre, il y a un gain de visibilité parce que le FortiClient EMS va apporter non seulement au niveau des clients, il va lister les vulnérabilités présentes, il va fournir la partie antivirale, il va aussi permettre que l'on puisse faire du filtrage web, c'est-à-dire décider quels sont les sites web que l'utilisateur, quand bien même il sera à la maison, souhaite accéder, il pourra s'assurer que ces sites web-là sont malicieux ou pas, même si l'utilisateur se connecte avec sa connexion personnelle. Et enfin, ce qui est beaucoup plus important, entre autres avantages, c'est que au niveau du remplacement de tout ce qui est VPN, je vous ai dit que le VPN qui reste sécurisé n'est pas aussi sécurisé que ça parce que une fois que la liaison VPN est établie, il n'y a plus de contrôle continu, il n'y a plus de monitoring continu qui est fait au niveau du poste du client. Il pouvait se connecter, il n'y avait pas de virus, et pendant qu'il est connecté, il se fait infecter. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a un risque pour votre application. Or, avec le ZTNA, on a la possibilité de vérifier de manière continue l'état du poste durant toute la session de connexion vers les serveurs que l'on fait. Et ce type de checking-là va se faire, n'est-ce pas? Ça peut se faire en fonction des postes, ça peut se faire en fonction des OS qui sont déployés sur les équipements qui sont connectés. Et enfin, on lui donne accès uniquement aux applications dont il a besoin. On n'a pas besoin de donner accès à tout le réseau. On peut lui donner accès uniquement à une certaine application. Ce qui va permettre que derrière, au niveau des clients, que l'on se retrouve avec une expérience utilisateur beaucoup plus améliorée. C'était tout pour cette présentation.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonsoir. Bonsoir, Franck. S'il te plaît, je voulais savoir quelque chose. Je suppose que lorsqu'un utilisateur est dans une session, lorsqu'il est connecté avec une session, il y a un certain laps de temps avec lequel, s'il ne travaille pas ou s'il ne fait aucune action, il doit être déconnecté automatiquement. Oui, je suis en train de t'écouter, oui. Oui. Bon, maintenant, si après ce laps de temps, il ne peut pas, il sera déconnecté automatiquement, la première question, c'est que est-ce qu'il peut se déconnecter de lui-même, l'utilisateur, ou il doit attendre le laps de temps agi dans la session pour être déconnecté automatiquement? Ça, c'est la première question. D'accord. OK. C'est quel type d'application? On est en train de parler. Je prends l'exemple lorsqu'il est connecté avec un utilisateur se connecte avec le ZTNA, non? Un exemple, quoi, pour n'importe quelle application. Ah, d'accord. Oui, bon, mais sauf que le ZTNA n'est pas une application. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Supposons, par exemple, que votre entreprise a déployé, par exemple, une application qui s'occupe, on va dire, un ERP, qui permet, par exemple, que les employés puissent, depuis la maison, par exemple, renseigner leur jour de congé, ou bien, par exemple, demander des permissions. Et que vous, étant employé de l'entreprise, par exemple, vous rentrez le soir et après, vous avez un imprévu, peut-être le matin où l'enfant ne se sent pas bien et vous voulez demander une permission directement en ligne sans avoir peut-être à faire un mail ou un truc. C'est juste un scénario comme ça, je dis pour que vous compreniez. Et vous allez devoir vous connecter sur votre ERP, n'est-ce pas? Vous allez lancer l'URL de votre ERP pour pouvoir remplir les informations pour demander la permission. C'est ce que vous allez faire normalement. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cas de votre ERP, c'est une application web. Vous allez le lancer naturellement. Donc, lorsqu'on a déployé le ZTNA, ça ne change rien dans vos habitudes. Vous allez lancer simplement la même page web. Mais le tunnel va se lancer automatiquement. Et vous allez effectivement taper ce qu'il faut et vous déconnecter sans qu'il y ait aucun problème. Ici, le timeout sera le timeout de la session web que vous avez ouverte. Ah, OK. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas un autre timeout. Donc ici, ce sera la même. Pour vous, c'est transparent. En fait, côté utilisateur, il n'y a pas un truc qui doit lancer ou non. OK. C'est transparent pour lui. Alors, l'un des avantages d'une telle solution, c'est que si vous n'êtes pas employé et que vous lancez la même URL, ça ne va pas s'ouvrir. Oui, effectivement. Parce que, vu que nous savons en temps réel qui est l'utilisateur qui est connecté depuis le poste, lorsque vous allez lancer l'URL, on va d'abord demander est-ce que le poste là, il est connu? Non, il n'est pas connu. C'est bon, on va plus ouvrir l'URL. Même si le poste est connu, est-ce que l'utilisateur il a le certificat et tout ce qu'il faut? Non, on ne le connaît pas, on ne va pas lancer l'URL. Ça veut dire que même pour vous, qui êtes par exemple des personnes qui attaquaient des pirates et tout, l'URL ne s'affiche même pas. Il n'y a pas de contenu page. Mais par contre, pour ceux qu'on connaît, il y a une page qui est affichée. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je vais retrouver. OK. Bon, moi j'ai une question à la suite. Merci, Romaric. C'est comme si je connais ce nom. Oui? Oui, je laisse. Je voulais poser une question, mais je laisse la main d'abord pour celui qui voulait parler. Les questions sont toujours les bienvenues, Léandre. OK, super. D'accord, en fait, moi je voulais un peu rebondir sur la question tout à l'heure. En fait, Romaric, est-ce que ce n'est pas une faille qu'un utilisateur qui est déjà connu se connecte automatiquement sur une application métier sans toutefois s'authentifier à nouveau? Donc, si on vole son PC et qu'on a son mot de passe, il suffit seulement qu'on se connecte et puis le ZTNA est paramétré. Donc, n'importe qui peut avoir accès directement à l'application métier. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une faille? Très bien. OK, je vais vous répondre. La faille même, c'est beaucoup plus loin. On va dire que la sécurité commence par la sécurité physique. Votre poste, est-ce que lorsque vous le démarrez, il y a un login, un mot de passe au démarrage? Tout à fait, oui. D'un Vous côté voyez du que domaine, oui, je veux dire que si vous me donnez votre poste, un jour, je vais pouvoir me loguer à l'intérieur. Un jour, je vais trouver un moyen de me connecter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La sécurité n'est pas... Vous ne pouvez pas baser la sécurité uniquement sur la partie ZTNA. En fait, vous devez penser en termes de sécurité sur plusieurs couches.
Premièrement, le poste doit pouvoir déjà intégrer la sécurité, que ce soit le login, mot de passe de là, des biométries ou je ne sais pas trop quoi. Ensuite, au niveau de la partie accès à l'application, je vous ai bien dit qu'on peut se connecter avec un login et un mot de passe. On peut même ajouter l'authentification forte. Donc, en plus de ça, on peut demander au gars le token. C'est-à-dire que l'application, c'est-à-dire pour que la page même où il tape le login et le mot de passe s'affiche, il faudrait déjà qu'on ait reconnu le poste. Donc, si on reconnaît le poste, on va lui présenter la page de connexion. Il va taper son login et mot de passe. Si on a configuré l'authentification forte, on lui montre une autre fenêtre où il doit taper un token. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, Ok. Fabrice, tu me permets de montrer quelque chose à quelqu'un, en fait, de partager quelque chose. Oui, oui, tu peux y aller. Je vais essayer quelque chose. J'espère que je vais pouvoir vous aider en faisant ça. Bien sûr, ce que j'aurais montré ici, je ne l'ai jamais montré. Bon, partage mon écran. Je vous présente, c'est juste un petit test. Hein, d'accord. On va faire ceci. J'ouvre une fenêtre dans laquelle il y a des ZTNA. Déjà en passant, voilà ici. Alors, première chose, j'ai du ZTNA configuré sur ce poste. D'accord? Voici le Forti client qui est installé, où il y a bien effectivement un agent ZTNA qui est connecté ici. Je vois très bien qu'il est connecté parce que l'État est connecté. Et si je clique ici, je peux voir les informations où je suis connecté. Ça, c'est une parenthèse. Alors, maintenant, l'agent est déjà connecté. Moi, je veux me connecter sur cette URL. J'ai tapé simplement l'URL. Vous voyez qu'il me présente un certificat. C'est le certificat de ma machine. D'accord? Ça, c'est pour vérifier que c'est moi. Alors, je vais valider. Et lorsqu'il va vouloir ouvrir l'URL maintenant, il me demande un login et un mot de passe qui prouve que je suis employé. Donc là, à ce moment, on est déjà sûr que c'est ma machine. Maintenant, je dois taper un login et un mot de passe. Supposons que je tape ce login et un mot de passe, c'est correct. La prochaine chose qu'il me demande, c'est un token. Donc, même si vous volez ma machine, OK, vous aurez effectivement, on va dire quoi, le certificat pour ma machine, c'est la preuve que c'est moi. Supposons même que dans mon navigateur, j'ai enregistré le login et un mot de passe. Vous devez encore avoir le token. La probabilité quand on vole ma machine et que mon mot de passe soit embarqué, et que vous ayez mon token, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? Oui, oui, justement. Très bien. Je n'ai rien partagé, je précise. Bonjour Romaric, c'est Assumi de EDF. Juste une question concernant le ZTNA et le SMB. Est-ce que finalement c'est possible de se connecter à distance, de configurer le off fabrique? Tu peux avoir accès au lecteur partagé de ton organisation. Merci. Oui, Assumi, à un moment, je te jure que je n'ai pas compris toute la question. Peut-être d'autres ont compris, mais à un moment, c'était coupé un peu chez moi. Je disais tantôt, est-ce que c'est déjà possible de configurer le SMB à Pour partir accéder du à un tiers. ZTNA? Oui, mais il faudra que tu te connectes sur un serveur pour accéder au share. Tu ne pourras pas directement accéder comme ça. Il y a M. Léon Ok, qui a la merci main Romaric. levée. Oui, Oui, Léon. ok. Oui, je voulais demander, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce qu'on peut conclure que le ZTNA vient renforcer le rôle du FortiGate dans l'infrastructure? Et puis, la deuxième question, quel est l'intérêt pour moi d'avoir du ZTNA si dans mon infra, j'ai par exemple du FortiWeb, sécuriser un peu mes applications web. Merci. Très bien. Est-ce que ça renforce? Oui, ça ajoute une couche de protection. Et on parle souvent d'une technique de protection qui est le defense in depth, qui consiste à avoir plusieurs couches de protection pour pouvoir être certain que même s'il y a une intrusion ou une faille dans l'une des couches, qu'on ait d'autres mécanismes qui pourraient, n'est-ce pas, protéger les ressources que l'on voudrait garder. Ça, c'est l'une des choses. Deuxième chose, quel est l'apport que cela pourrait avoir pour moi si j'avais, par exemple, dans mon infrastructure un FortiWeb? Pourquoi est-ce que je vais quand même prendre du ZTNA? Alors, pour constituer bien le FortiWeb, c'est
la solution de Fortinet qui vient ici protéger tout ce qui est application web. Vos applications web peuvent être accédées par vos employés ou bien par des personnes que vous ne connaissez pas. On est d'accord? C'est-à-dire que vous ne me connaissez pas, vous avez publié votre application, est-ce que je peux y accéder? Si c'est publié, oui, je vais accéder. Et le FortiWeb va simplement s'assurer effectivement que je ne fasse pas de gaffe, on va dire ça comme ça. C'est ce que le FortiWeb fait. Alors, sauf que la personne qui accède à vos applications, vous ne connaissez pas son état de santé. Je veux dire que la personne qui accède aux applications, parce que d'habitude, dans le cas des ZTNA, ce sont des applications pas publiques, mais on va dire des applications de l'entreprise même. Le WAF intervient beaucoup plus pour ce que nous publions souvent. Allez, il protège ce qu'on publie et même certaines applications de l'entreprise. Par exemple, si j'ai un site web ou une application qui a des API accédées par code USB et tout, oui, il pourra aider dans ce genre-là. Autre chose que le FortiWeb ne fera pas, le FortiWeb, par exemple, ne protège que les applications web. Supposez, par exemple, que je veux accéder à une application à SSH. Est-ce que le ZTNA me permet de pouvoir protéger ce genre d'application? Oui, le ZTNA pourra effectivement. Il y a une fonctionnalité du ZTNA qu'on appelle le TCP Forwarding Access Protocol qui permet que l'on protège même des applications qui ne sont pas web, ce que le FortiWeb ne pourra pas véritablement protéger. Alors, vous allez peut-être me dire que oui, le FortiGate va aider dans ce sens-là, mais n'oubliez pas, ce qu'on vend ici, c'est la protection continue. Ce qui veut dire qu'à tout instant, la personne qui accède à notre application métier est protégée. Et même si après, elle a un problème d'intrusion pendant qu'elle y accède, on est quand même certain de pouvoir couper la session à temps. Et c'est ça qu'on est en train de vendre. Donc, il y a quand même des différences où le ZTNA pourra aider et où il ne pourra pas. J'ai répondu, Léonce? Oui, c'est bon, hein, merci, c'est bien compris. Je t'en prie. Une autre question? Oui, il y a M. François qui a la main levée. Allô, M. François, bonjour. Oui, bonsoir madame, bonsoir Romaric. Bonsoir François. Ah voilà, merci, vous m'entendez. J'ai une question, peut-être que ça va sortir un peu du cadre du ZTNA. C'est le FortiMail. On a beaucoup entendu Romaric parler du FortiClient. C'est quoi la frontière avec le FortiMail? Il y a des systèmes de messagerie, vous savez, avec des webmails, comment le FortiClient donne avec le ZTNA protège les webmails pour les serveurs pour les services de messagerie. Je veux dire jusqu'à l'usurpation d'identité, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui passent aussi par les mails. Est-ce que le FortiClient, vous voyez, je mélange un peu avec le FortiMail, est-ce que le FortiClient peut aider à protéger les services de messagerie? Merci beaucoup. Bon, OK. Oui, effectivement, merci pour la question. Ça va permettre que l'on puisse lever quelques ombres sur certaines solutions. Le FortiMail, c'est la solution de Fortinet qui s'occupe de la protection de la messagerie. Donc, il peut aussi jouer le rôle de serveur de messagerie au besoin, mais son rôle principal, c'est protéger la messagerie contre tout ce qui est attaque sur la messagerie. Ça peut être l'usurpation, ça peut être le spam. Donc, dans le FortiMail, vous avez une panoplie de mécanismes de protection pour la messagerie. Première question. La question est de savoir, est-ce qu'un FortiClient va protéger pour empêcher qu'on ait de l'usurpation au niveau du serveur mail, c'est ça? La question peut-être c'est quoi? Vous supposez que le FortiMail, on installe un FortiClient et il va empêcher qu'un mail malicieux arrive, c'est ça la question? Oui, par exemple, arrive ou ne soit envoyé à partir d'un compte configuré sur le système de la messagerie. Parce qu'on voit beaucoup de spam arriver avec le nom d'un collègue qui pourtant le collègue n'a jamais envoyé un tel mail, vous voyez un peu.
Non, le forfait client ne peut pas, je vais dire ça comment. Le forfait client peut protéger jusqu'à une certaine limite. Supposons que quand on parle on parle de spam, par exemple, ou usurpation, je ne sais pas trop quoi, supposons que ce soit un spam, que votre machine génère des spams. Ça suppose que sur votre machine, vous avez un programme malveillant. Vous avez un malware qui est présent sur la machine. Et si vous avez un malware présent sur la machine, le forfait client peut effectivement détecter le malware parce que le forfait client a un module antiviral qui lui permet effectivement de pouvoir scanner et découvrir tout ce qui est programme malicieux sur votre machine et le mettre hors d'état de nuire. À ce moment-là, si on stoppe le malware, vous êtes sûr que votre machine ne va pas générer de programme malicieux. Maintenant, à la question de savoir si vous m'envoyez un mail malicieux, est-ce que le forfait client va empêcher que ce mail-là ne soit dans ma boîte? Je dis non. Le forfait client ou le forfait mail dans ce cas, dans ce deuxième cas de situation? Alors, maintenant, si vous envoyez un mail malicieux à un utilisateur, lorsque vous faites un mail malicieux à un utilisateur, supposons que moi, Romaric, je décide de vous faire un email et que cet email-là soit un email malicieux. Lorsque je vous envoie l'email, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'email que je vous envoie va arriver au niveau de votre serveur de messagerie, le serveur de messagerie de votre entreprise. Et le serveur de messagerie de votre entreprise va prendre ce mail et le mettre dans les boîtes mail de l'utilisateur correspondant. Dans votre cas, le mail malicieux sera stocké dans la boîte de François. Si maintenant nous avons une solution telle que le FortiMail, au moment où le mail malicieux arrive, avant qu'il n'arrive au niveau du serveur de messagerie, le FortiMail a la possibilité de pouvoir intercepter ce mail malicieux-là. Ce qui veut dire que votre serveur de messagerie ne va jamais l'avoir et par conséquent, le mail malicieux ne sera jamais dans votre boîte mail utilisateur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Mais je n'ai pas bien compris si c'est le forfait client ou le forfait mail qui fait cette deuxième partie, ce deuxième travail. Alors, je reprends. On suppose que vous avez un serveur de messagerie. On va prendre par exemple quel cas. Supposons que je prends un cas d'entreprise où vous avez un service Exchange dans votre infrastructure. Jusque-là, c'est bon. Ça suppose que quand vous voulez envoyer des mails à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez ouvrir votre Outlook ou bien vous allez ouvrir on va dire ça, votre client de messagerie, vous allez saisir votre mail, vous allez saisir mon adresse email, si c'est à moi que vous envoyez le mail, vous allez cliquer sur Envoi. Au moment où vous cliquez sur Envoi, le mail va quitter de votre client et il va aller au niveau de votre serveur de messagerie. Et votre serveur de messagerie va maintenant l'acheminer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Maintenant, prenons le cas où vous êtes par exemple la personne qui est victime de spam qu'on envoie. Donc moi, je suis à l'extérieur et je voudrais vous envoyer un spam. Et on est toujours dans le cas de figure où vous avez votre serveur de messagerie hébergé dans votre entreprise. Et vous avez aussi un FortiMail qui est présent dans votre infrastructure. Au moment où je vous envoie le mail malicieux, il va router et il va arriver au niveau de votre FortiMail. Parce que quand on met le FortiMail en tant que protection de la messagerie, je dis bien FortiMail et non FortiClient, ce qui va se passer, c'est qu'il se met in front of, il est devant le serveur de messagerie. Ça veut dire que tout ce qui est mail malicieux va passer par le FortiMail. Le FortiMail va le scanner et s'il se rend compte que le mail est malicieux, il va le supprimer en fonction des règles ou des mécanismes de protection configurés. Ce qui veut dire que le mail malicieux n'arrivera pas au niveau de votre serveur de messagerie et dans la boîte des utilisateurs, il n'y aura pas ce mail malicieux. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Il y a toujours nuance. C'est bien, c'est clair, Romaric, c'est clair maintenant. Merci beaucoup, François. Merci pour les réponses. Je t'en prie. On a une dernière main levée. Monsieur Thierry, vous pouvez poser votre question. Allô? Allô, merci. Oui, merci. Déjà, merci pour la brillante présentation. La brève présentation a été superbement bien présentée. Je remercie ST Digital pour l'initiative et son engagement dans la proposition des solutions
de protection et tout ce qu'ils font qui œuvrent pour le digital, la transformation digitale. Alors, ma question va à l'endroit dans le monde, celui qui a présenté la solution, monsieur. Je voudrais savoir, d'une entreprise, le volet CRM, où l'on greffe une intelligence artificielle pour les réclamations, pour la réponse aux réclamations clients. Et est-il possible d'implémenter cette application pour la protection du système d'information dans l'aspect protection, comme vous avez dit, ransomware, malware, au système d'information intégré de l'entreprise? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Non, la question me semble un peu floue. Est-ce que vous pouvez un peu préciser votre pensée? Allô? Oui, allez-y, je vous suis. Oui, je ne sais pas si la question est bien posée dans ce sens. Je n'ai même pas très bien compris la question. C'est de savoir si tu as un serveur qui fait office de CRM, est-ce qu'on peut mettre les ZTNA pour le protéger, c'est ça? J'ai un API qui gère la réclamation, une intelligence artificielle qui gère la réclamation de façon automatique des clients. Et voilà, peut-être un client qui a une identité vraiment pas très, très certaine, envoie un mail ou bien dans les réclamations, il essaye d'accéder au système d'information. Est-ce que Fortinet peut protéger à travers l'intelligence, derrière l'intelligence artificielle, il est capable de protéger le système d'information de l'entreprise? Cet utilisateur et de nouvelles fois ne peut pas intégrer et pas juger le interne. Bon, j'avoue que ça s'est beaucoup coupé, mais est-ce qu'en résumé, la question est de savoir, est-ce que Fortinet a une solution pour protéger les API, c'est ça? Oui, Fortinet a une solution pour la protection des API. Cette solution s'appelle le FortiWeb. Ah, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.